Il existe des amitiés dans le showbiz. Et puis il y a ce qu'il y avait entre Diana Ross et Michael Jackson. Ce n'était pas une simple relation mentor-élève. Ce n'était pas non plus une romance de tabloïd. C'était quelque chose de plus profond, de plus silencieux, de plus douloureux. Pendant plus de 50 ans, Diana Ross n'a jamais expliqué pourquoi ce petit garçon la suivait comme une ombre. Pourquoi il a dit un jour qu'elle était mère, sœur et amante à la fois. Pourquoi il a inscrit son nom dans son testament. Pourquoi il a cessé de lui parler après son mariage. Et puis, en 2025, à 81 ans, elle a enfin parlé. Pas devant les caméras. Pas pour faire les gros titres. Mais dans une cuisine, autour d'une tasse de thé, à une nièce curieuse. Ce qu'elle a dit va vous faire revoir toute leur histoire. Aujourd'hui, je vous raconte tout. Des coulisses de Motown en 1969, à la pièce secrète de Neverland. En passant par The Wiz, Thriller, Dirty Diana, et un silence qui a duré 24 ans. Attachez vos ceintures. On plonge dans la relation la plus mystérieuse de l'histoire de la musique. Nous sommes le 14 août 1969. Michael Jackson a exactement 11 ans moins 15 jours. Il est le plus petit, le plus frêle, le plus silencieux des Jackson 5. Dans la cuisine, sa mère Catherine prépare des sandwichs au beurre de cacahuète. Dans le salon, son père Joe hurle. Plus haut, Michael. On n'entend rien. Ce jour-là, une cassette VHS part pour Détroit. Dedans, les Jackson 5 sur la scène du Regal Theatre de Chicago. Bobby Taylor, producteur chez Motown, la regarde, ébahi. Il appelle Berry Gordy. J'ai trouvé les prochains suprêmes, mais en garçon. Mais Berry Gordy a une autre idée. Il veut capitaliser sur sa plus grande star. Diana Ross. Le 29 août 1969, les Jackson 5 signent chez Motown. Et le 10 décembre, premier album. Diana Ross présente The Jackson 5. Faux. Diana n'a jamais vu cette cassette. Elle n'a jamais entendu leur voix avant la signature. Mais pour Michael, ce mensonge devient réalité. C'est elle qui m'a découvert. C'est elle qui m'a sauvé. Michael Jackson, interview Rolling Stone, 1977. Pourquoi? Parce que dans son esprit d'enfant, Diana Ross n'est pas une chanteuse. Elle est la lumière au bout d'un tunnel de violence et de répétition sans fin. À 25 ans, elle est la voix de l'Amérique noire. Elle vient de quitter E Suprême après 12 numéros 1. Elle prépare son premier album solo. Elle vit dans une villa à Beverly Hills avec vue sur l'océan. Michael, lui, dort encore dans un lit superposé à Gary. Printemps 1970. Les Jackson s'installent à Los Angeles. Motown leur trouve une maison à Evenhurst. Mais Michael, 11 ans, passe tous ses week-ends ailleurs. Chez Diana Ross. Il arrive le vendredi soir avec un petit sac à dos. Il repart le dimanche soir. Sans chaperon. Sans manager. Juste lui, Diana, et parfois Rhonda, la fille de Diana, 2 ans. Ce qu'il fait là-bas? Il regarde. Il écoute. Il absorbe. Diana répète une chorégraphie devant un miroir géant. Elle fait 200 fois le même pas. Michael compte dans sa tête. Elle reçoit un journaliste de Ebony. Elle répond à une question sur la ségrégation avec un sourire, sans colère. Michael note la phrase dans un carnet. Un jour, je serai comme elle. Michael, à son frère Marlon, 1970. Un soir, Diana le surprend dans le salon. Il imite exactement sa façon de tenir le micro. Elle rit. Elle lui dit. Viens, je vais t'apprendre à sourire sans avoir l'air effrayé. Elle place ses doigts sur les coins de sa bouche. Elle force un sourire. Elle compte. 1, 2, 3, et relâche. Michael répète. 100 fois. 200 fois. En 1971, il fait sa première télé solo. Émission spéciale, Diana, prime time sur NBC. Il chante Got to Be There. Il danse. Il a 12 ans. Et il est déjà parfait. Dans les coulisses, Diana ajuste son col. Elle murmure. Regarde la caméra comme si c'était moi. Il le fait. Le public applaudit debout. En interview, Diana dit. Michael est comme un petit frère. Il m'admire. Je veux être un bon exemple. Mais dans la voiture, sur le chemin du retour, Michael pose sa tête sur son épaule. Il ne dit rien. Il respire son parfum.
Octobre 1978. The Wiz commence le tournage à Astoria Studio, Queens. Michael a 20 ans. Il joue l'épouvantail. Diana et Dorothy. C'est leur premier projet commun. Mais ce n'est pas le cinéma qui motive Michael. C'est elle. Il loue un appartement à Manhattan, au lieu d'un hôtel. Diana décide d'y vivre aussi. Pas de manager. Pas de garde du corps. Pas de caméra. Juste deux. Un assistant de production se souvient. On les voyait arriver ensemble à 6 heures du matin. Diana en jogging, Michael avec un bonnet. Ils riaient. Sur le plateau. Il répète après les prises. Il dîne seul dans la loge de Diana. Diana l'appelle « bébé ». Michael l'appelle « Miss Ross », mais parfois « Di ». Un soir, le réalisateur Sidney Lumet les cherche. Il frappe à la porte de l'appartement. Pas de réponse. Il attend. 2 heures plus tard, ils sortent. Diana a les cheveux mouillés. Michael porte un peignoir trop grand. Lumet ne dit rien. Mais il note dans son journal. Quelque chose se passe. Ce n'est pas professionnel. Pendant les pauses, Michael joue des démos sur un petit magnéto. Don't stop till you get enough. Rock with you. Diana écoute. Elle dit. La basse est trop forte. Laisse respirer la voix. Il change. Il enregistre la version finale exactement comme elle a dit. Un maquilleur raconte. Un jour, Michael est arrivé avec un bleu au bras. Il a dit qu'il était tombé. Mais Diana l'a pris à part. Elle lui a mis de la crème. Elle pleurait. Personne n'a demandé d'où venait le bleu. Tout le monde savait. Joe Jackson était venu sur le plateau la veille. Décembre 1981. Thriller est presque fini. Michael est en studio avec Quincy Jones. Un journaliste d'Ebony vient pour une interview. Question anodine. Michael, qui est la femme idéale pour vous? Michael regarde fixement l'enregistreur. Il répond. Diana Ross. Je l'aime. Silence. Le journaliste rit nerveusement. Michael ne rit pas. Il ajoute. Si je pouvais épouser n'importe qui, ce serait elle. L'article sort. Explosion médiatique. Diana a 38 ans. Elle est divorcée 2 fois. Elle a 3 enfants. Michael a 24 ans. Il n'a jamais eu de petite amie officielle. Germaine, en 2003. Michael était jaloux. Quand Diana sortait avec Jane Simmons ou Ryan O'Neal, il ne dormait pas. Diana. Janvier 1985. Diana annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr. Magnate norvégien. Michael est à Encino. Il regarde la télé. Il éteint. Il n'est pas invité au mariage. Il n'envoie pas de cadeaux. Un journaliste de People lui demande. Pourquoi? Michael répond. J'étais jaloux. J'ai toujours aimé Diana Ross. Je l'aimerai toujours. Puis il disparaît. Annule 3 interviews. Ferme le studio. Un ingénieur du son. Il est resté 3 jours dans le noir. Il écoutait No Mountain High Enough en boucle. Février 1987. Michael est à Westlake Studio, Los Angeles. Il enregistre Bad. Une nuit, à 3 heures du matin, il appelle Steve Stevens, guitariste de Billy Idol. Il lui dit. J'ai une chanson. Elle doit sonner comme un couteau. Le lendemain, Dirty Diana prend forme. Riff de guitare agressif. Paroles crues. She's a Dirty Diana. She likes the boys in the band. Le public y voit une groupie manipulatrice. Mais regardez la date. Copyright déposé le 17 janvier 1987. Le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne Næss. Coïncidence? Non. Jermaine Jackson, en 2009. Michael n'était pas en colère contre elle. Il était en colère contre la perte. Dirty Diana, c'est lui qui crie dans le vide. Dans le clip, Michael est en cuir noir. Il danse seul sur une scène vide. À la fin, il jette le micro. Il pleure. Mais la caméra coupe. Un ingénieur du son se souvient. Après la prise, il a murmuré « C'est pour elle ». Puis il a éteint la lumière. Diana Ross entend la chanson à la radio. Elle ne commente pas. Mais elle arrête d'écouter Bad. Pendant 2 ans. Novembre 1991. Michael est à Record One Studio.
Il travaille sur Dangerous. Il arrive avec une démo acoustique. Titre, Remember the Time. Ambiance égyptienne. Paroles tendres. Do you remember, when we fell in love? Le clip coûte 4 millions de dollars. Pharaon, Pyramide, Eddie Murphy, Iman. Michael incarne un magicien qui tente de séduire une reine inaccessible. La reine. Diana. Germaine, en 2016. Il me l'a dit, c'est ma lettre a dit. Je ne peux plus lui parler. Alors je chante. Dans le clip, la reine sourit. Mais elle ne choisit pas le magicien. Elle reste sur son trône. À la fin, Michael disparaît dans un tourbillon de sable. Seul. La chanson devient numéro 3 au Billboard. Diana l'écoute en voiture. Elle pleure. Mais elle n'appelle pas. Juillet 2002. Michael est à Neverland. Il signe une mise à jour de son testament. Clause clé. Si ma mère Catherine ne peut plus s'occuper de mes enfants, la tutrice légale sera Diana Ross. Pas des Biro. Pas Lisa Marie Presley. Pas un frère. Diana. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule à n'avoir jamais vendu une histoire. La seule à avoir gardé ses secrets. Un avocat présent. Il a dit, elle sait qui je suis vraiment. Elle protégera mes enfants comme elle m'a protégé. Diana reçoit une copie du testament. Elle ne répond pas. Mais elle garde la lettre dans un coffre. 25 juin 2009. Michael s'effondre à Holmby Hills. Il a 50 ans. Diana est à New York. Son téléphone sonne. Elle décroche. Elle hurle. Elle publie une phrase. Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Mon cœur souffre. Elle n'assiste pas aux funérailles. Elle n'envoie pas de fleurs. Mais elle porte du noir pendant un mois. Un employé de Neverland révèle plus tard. Il y avait une petite pièce fermée. Des photos de Diana partout. Des lettres jamais envoyées. On l'appelait la salle Diana. Mars 2025. Diana Ross a 81 ans. Elle vit à Greenwich, Connecticut. Un après-midi, autour d'une tasse de thé, sa nièce demande. Tante dit. Michael t'aimait vraiment? Diana pose sa tasse. Elle regarde par la fenêtre. Elle dit. Michael m'aimait, d'une façon qu'on ne peut pas nommer. Pas comme un enfant. Pas comme un frère. Pas même comme un amant. C'était, tout à la fois. La nièce insiste. Et toi? Diana baisse les yeux. J'ai eu une tendresse immense pour lui. Plus qu'une mère. Plus qu'une sœur. Mais l'aimer comme il m'aimait. Je ne pouvais pas. Je l'aurais détruit. Elle ajoute. Je me suis éloignée, pour qu'il vive. Mais il n'a jamais vécu sans moi. Elle ne pleure pas. Elle sourit. Pour la première fois. Ce n'était pas une romance. Ce n'était pas une amitié. C'était un lien de toute une vie. Michael l'a aimée jusqu'à son dernier souffle. Diana l'a protégée en gardant le silence. Et toi? Penses-tu que c'était de l'amour? Ou quelque chose de plus grand? Dis-le en commentaire. Like. Abonne-toi. Et la semaine prochaine, une autre histoire vraie.